Mardi, neige prévue à 800 mètres. Merci Jacques Essler, 13h22, vous êtes sur France Inter et on vous trouve tout de suite. Rendez-vous avec X. On l'a appelé le complot de la ricine. La ricine, un poison végétal extrêmement dangereux, extrait de la graine de ricin, qui tue à coup sûr s'il est ingéré, inhalé ou injecté. Car cette substance provoque une défaillance des organes vitaux et on ne lui connaît aucun antidote. Le ricin a d'abord fait parler de lui dans l'Italie fasciste. Les séides de Mussolini utilisaient en effet son huile, un puissant purgatif, pour humilier leurs adversaires politiques. Mais c'est pendant la guerre froide qu'on évoque à nouveau le ricin et la toxine qu'on tire de sa graine. Les deux victimes du fameux parapluie bulgare ont en effet été empoisonnées avec de la ricine. Et l'une d'entre elles, un Bulgare réfugié en Grande-Bretagne, en est morte. Mais c'est après le 11 septembre 2001 que la ricine va faire, si j'ose dire, sa véritable entrée dans le domaine public. En effet, et presque simultanément aux États-Unis, en Angleterre et aussi en France, il se dit qu'Al-Qaïda prépare des attentats à la ricine. La petite graine de ricin est soudain devenue une ADM, une arme de destruction massive. Et la presse britannique de s'enflammer. Après la découverte d'une cellule terroriste islamiste susceptible de fabriquer de la ricine, un tabloïd titre « 25 000 d'entre nous auraient pu mourir ». Et ce n'est certainement pas un hasard si seulement quelques semaines plus tard, les États-Unis et la Grande-Bretagne se lancent à l'assaut du régime de Saddam Hussein. Monsieur X nous aide à comprendre et décortique cet étrange complot de la ricine. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep tonight? How will I rest my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will I rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God saying I don't want to go to the seas watershed. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone who'll set my heart free, nice to hold it when I'm tired.
complot Ilia est découvert à l'automne 2002. Que se passe-t-il alors? La police britannique, qui a manifestement bénéficié d'un tuyau, investit une maison située à une centaine de kilomètres de Londres. Et ce tuyau-là? On en parlera si vous voulez bien. Non. En tout cas, si la Special Branch de Scotland Yard intervient là, c'est qu'elle soupçonne les occupants des lieux de collecter de l'argent en faveur d'organisations terroristes. Et cette opération de police est-elle couronnée de succès? Oui, on trouve de faux documents et des informations sur la fabrication de poisons et d'explosifs. Et cette opération de grande envergure permet d'interpeller plusieurs dizaines de personnes, surtout des Nord-Africains. Pas des terroristes en puissance? Il y a en particulier parmi eux un certain Mohamed Megarba, un Algérien sur lequel on trouve un faux passeport. Il est arrêté lui aussi? Mais à peine se trouve-t-il entre les mains de la police qu'il fait une crise d'épilepsie. On le conduit donc à l'hôpital. Et il est ensuite libéré sous caution. La police s'aperçoit alors que, marié à une Irlandaise, ce Megarba séjourne légalement sur le territoire britannique. Il y a son faux passeport quand même. On n'en parle plus. Mais l'Algérien, qui est tout de même soumis à un contrôle judiciaire, ne tarde pas à disparaître. Cependant, on va rapidement reparler de lui. Je vous écoute. Megarba, via l'Espagne et le Maroc, est revenu en Algérie. Chez lui donc. Mais les services algériens s'intéressent à lui. L'homme est à nouveau arrêté. Et c'est là que ça devient très intéressant. Les Algériens réussissent-ils là où les Britanniques ont apparemment échoué? En tout cas, Megarba parle. Les policiers algériens ont peut-être utilisé des arguments très convaincants, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'exclus rien. Quoi qu'il en soit, s'il faut en croire Alger, Megarba livre des informations capitales. Depuis le début de cet entretien, là, je vous sens dubitatif. Il y a de quoi. Mais n'allons pas trop vite. Oui. Bons camarades, les services algériens communiquent à leurs homologues britanniques le contenu de leur conversation avec Megarba. Une conversation, c'est une litote, non? Admettons. Alors, ces informations. Megarba a avoué avoir suivi un stage d'entraînement en Afghanistan dans les camps d'Al-Qaïda. Là, il y aurait appris, entre autres, la fabrication de poisons. Des substances mortelles qui devraient être utilisées au cours d'une attaque terroriste à Londres. Une action qui serait imminente. Il y a de quoi inquiéter les autorités britanniques. En effet. Mais heureusement, Megarba a fourni quelques précisions utiles. Il a effectué son stage avec un nommé Nadir, un type qui fréquenterait la célèbre mosquée londonienne de Finsbury Park. La mosquée où officie le prédicateur manchot et borgne. Abu Hamza al-Masri, l'imam qui n'hésite jamais à exhiber le crochet qui lui sert de main. Cette mosquée est surveillée depuis très longtemps par la police, car c'est un véritable foyer de subversion islamiste, où sont passés entre autres Zacharias Moussaoui. C'est le Français accusé d'avoir été mêlé aux attentats du 11 septembre. Et aussi Richard Red, l'homme qui a caché des explosifs dans ses chaussures pour faire exploser un avion en vol. Donc, la police britannique est vigilante. Mais jusque-là, elle s'est gardée d'intervenir. Oui, car selon la doctrine en vigueur à Londres, à l'époque, il est préférable de laisser ces groupes extrémistes s'exprimer au grand jour plutôt que de les pousser à passer dans la clandestinité. C'est à peu près ça. Ça permet de les surveiller et donc d'obtenir de précieux renseignements sur leur réseau. Mais tout ça va changer. Car toujours selon les tuyaux communiqués par Megarba via Alger, son ami Nadir aurait pu dissimuler du poison dans la mosquée même. J'ajoute qu'à ce stade, les services français ont aussi fourni des renseignements à Londres. Je n'en sais pas plus. En tout cas, nantie de tous ces renseignements, la police britannique va donc passer à l'action. Mais auparavant, elle s'efforce d'identifier ce Nadir qui fréquente Finsbury Park. Et elle découvre assez vite qu'il s'agit d'un certain Kamel Bourgas, un autre Algérien d'une trentaine d'années. Une filature est mise en place. Et au tout début de janvier 2003, elle localise l'appartement où il réside en compagnie d'autres compatriotes, à Wood Green, dans le nord de Londres. Alors là, maintenant, les policiers peuvent agir. Mais entre-temps, Bourgas est disparu. Cependant, les policiers ne font pas chou blanc pour autant. D'après le communiqué qui est publié par les autorités, après la perquisition de la maison, la moisson est importante. Outre des documents sur la fabrication de divers poisons, et qui sont les originaux des papiers trouvés 3 mois plus tôt. Les policiers mettent la main sur des articles de toilette qui dissimulent une vingtaine de graines de ricin. D'ailleurs, toujours selon ce communiqué, des traces de ricine ont été relevées dans l'appartement par les spécialistes de la police scientifique qui les ont confiées à un laboratoire d'analyse. La prise est par conséquent capitale. Et Tony Blair, le Premier ministre, peut affirmer solennellement que cette opération de police
a mis en évidence le danger terroriste et qu'il convient de prendre d'urgence des mesures pour prévenir une attaque à l'aide d'une ADM, une arme de destruction massive. La ricine. Naturellement. Ouais. Blair dramatise. C'est évident, et ce n'est pas innocent. Bah, expliquez-moi alors. Pour bien comprendre, il faut faire état d'autres informations qui ont filtré et qui seront un tout petit peu plus tard mises en avant par le secrétaire d'État américain Colin Powell en février 2003, lors de son célèbre et malheureux discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la menace irakienne. Un tissu de mensonges, on le sait aujourd'hui. Hein. Et Powell s'en repentira. Ouais, mais beaucoup trop tard. Alors ces informations, d'abord il se dit qu'en novembre 2001, à l'occasion de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes de l'OTAN, des traces de ricine auraient été découvertes dans une maison de Kaboul occupée par un groupe d'Al-Qaïda. Et ici, nous retrouvons un personnage dont je vous ai parlé il y a déjà un petit moment, le Jordanien Abu Moussad al-Zarqawi. Qui sera longtemps l'ennemi numéro 1 des Américains en Irak. Oui, mais je vous ai dit à l'époque ce que j'en pensais. Ce petit malfrat jordanien ne pouvait pas être l'adversaire redoutable qu'on a présenté. Le responsable de tous les attentats commis en Irak et à l'étranger. Songez qu'on lui a même attribué la préparation et la réalisation des terribles attentats dans les trains de Madrid. Non, même si je ne nie pas que ce personnage a joué un rôle dans le combat contre les forces de la coalition, il n'a certainement pas été le deus ex machina du terrorisme en Irak et ailleurs. Mais on a dit quand même qu'il était devenu le représentant personnel de Ben Laden. Et même son lieutenant. C'est se moquer du monde. En réalité, je suis persuadé qu'on en a fait sciemment une légende, un véritable mythe. Parce qu'on avait besoin de personnifier le terrorisme irakien. Mais son affiliation à Al-Qaïda, alors? Pourquoi pas? Mais avouez que ça arrangeait beaucoup de monde. Ouais, là vous pensez aux Américains. Bien entendu. Mais je reviens à ce que je disais, ces traces de ricine retrouvées à Kaboul. Très vite, elles sont attribuées à Zarqawi et au groupe qu'il a rassemblé autour de lui. L'organisation Ansar el-Islam. Une cellule terroriste qui, écoutez bien, se serait spécialisée dans la fabrication d'ADM chimiques. Et donc de ricine. Parmi d'autres poisons, oui. Or, après l'intervention alliée en Afghanistan et la défaite des talibans, Zarqawi aurait fui ce pays et trouvé refuge dans le nord de l'Irak. Et là, dans un camp mis à sa disposition par Saddam Hussein, il aurait continué sa sinistre besogne et même, selon une source états-unienne, expérimenté le poison sur un être humain. Ah oui, en tout cas, la boucle me semble bouclée, hein. En effet, la ricine devient donc la signature de Zarqawi et son protecteur Saddam Hussein et par conséquent le vrai responsable de tous les attentats en préparation dans les pays occidentaux. Et ça permet de justifier l'invasion de l'Irak. Vous avez tout compris. Sauf que cette démonstration est construite sur une accumulation d'approximations et même de véritables mensonges. Rendez-vous avec X. C'est un livre passionnant, un ouvrage collectif et décapant qui s'intitule « Au nom du 11 septembre » et montre combien la lutte contre le terrorisme, devenu aujourd'hui centrale, a aussi abouti dans nombre de pays à limiter la liberté des citoyens au nom de la sécurité. J'en extrais ce paragraphe consacré à Zarqawi. Pour quelle raison al-Zarqawi a-t-il à ce point été identifié comme l'acteur clé du conflit irakien? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? L'émergence soudaine de cette figure sur la scène médiatique et politique entre 2003 et 2004 n'est pas fortuite. Son succès semble s'expliquer par sa capacité particulière à fournir une explication simplificatrice de la réalité et à satisfaire, point par point, l'argumentaire justifiant l'occupation américano-britannique de l'Irak. La construction du mythe al-Zarqawi a en effet permis d'imposer une certaine grille de lecture au conflit. De ce point de vue, parce qu'elle joue le rôle d'épouvantail, cette figure de la malveillance
et fonctionnelle. Elle a été façonnée par des interprétations et des relectures de son parcours autant que par le déroulement des événements sur le terrain. Al-Zarqawi, jusqu'à sa mort, a joué effectivement un rôle significatif dans la résistance irakienne, au moins parce qu'il a été érigé par la propagande comme ennemi numéro 1 et comme incarnation de l'insurrection. C'est à ce titre qu'il ne peut être seulement considéré comme une invention orchestrée par les différentes agences de renseignement et autres acteurs sécuritaires. En insistant sur Al-Zarqawi, en exagérant son rôle et en ignorant les différentes manipulations dont il a fait l'objet, le discours médiatique dominant répond dans une certaine mesure à un souci de simplification inhérent à son mode de fonctionnement. Au nom du 11 septembre a été publié par La Découverte. Alors après cette éclairante parenthèse sur Zarqawi, revenons à Londres, si vous le voulez bien. Après la descente dans cette maison du nord de la capitale qui a permis l'arrestation d'un certain nombre de suspects, la police britannique continue à chercher ce Kamel Bourgass. Et enfin, à la mi-janvier 2003, on le retrouve à Manchester. Mais ça se passe très mal. Pourquoi ? Dans l'appartement de Manchester, en plus de Bourgass, il y a 2 autres Algériens. Tous les 3 sont gardés tandis que d'autres policiers perquisitionnent les lieux. Mais soudain, Bourgass réussit à échapper à ses gardiens, s'empare d'un couteau et frappe à mort l'un des policiers qui voulait le retenir. En tout cas, voilà au moins une preuve que ce type était dangereux. Certes, mais ça n'en fait pas un terroriste pour autant. Mais quand même, la ricine découverte chez lui, là. Un peu de patience, s'il vous plaît. En réalité, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense plutôt que Bourgass était avant tout un délinquant assez ordinaire, déjà arrêté pour vol à la tire et trouvé à plusieurs reprises en possession de faux papiers d'identité. Mais nous y reviendrons. En tout cas, à la suite de cet incident tragique, les autorités britanniques se décident à lancer un véritable raid contre la mosquée de Finsbury Park. Le bouillon de culture de l'islamisme. Hein. Et on utilise les grands moyens et même un hélicoptère. Résultat, une poignée de Maghrébins arrêtés. Et saisis de faux papiers, de couteaux et de masques à gaz. C'est assez mal pour une opération à grand spectacle. En effet, mais le signal est fort. C'est la première fois que le gouvernement s'attaque à l'un des bastions de l'islam radical, et puis il faut bien satisfaire l'opinion publique choquée par le meurtre de ce policier frappé par Bourgass. Surtout dans un pays où traditionnellement les policiers n'étaient pas armés. Hein. Mais ça a changé, quoi qu'il en soit. C'est dans ce climat que de plus en plus on donne crédit à ce complot de la ricine. D'autant qu'au tout début du mois de février, Colin Powell va en quelque sorte l'officialiser à la tribune des Nations Unies. Oui, ça on l'a vu. Pourtant, je peux vous le dire, au sein des services secrets, on est beaucoup plus dubitatif. Et d'abord parce que si la ricine peut éventuellement être une arme mortelle, on imagine difficilement comment elle peut être utilisée pour en faire une ADM. On a prétendu, par exemple, que les terroristes comptaient enduire des poignées de portières des voitures avec cette poudre. Sauf que la ricine ne peut pas pénétrer dans la peau. Donc à votre avis, là, on fait tout pour provoquer une psychose dans le public? En tout cas, ça y ressemble. Et ici, il me faut parler de ce qui s'est passé en France, à peu près à la même époque. Nous avons eu, nous aussi, notre complot de la ricine? Souvenez-vous, c'était à la mi-mars, donc très peu de temps avant l'invasion de l'Irak. Soudain, le ministre de l'Intérieur annonce que de la ricine a été découverte dans une consigne de la gare de Lyon, à Paris. Et le ministre lui-même, Nicolas Sarkozy, établit un lien avec les filières tchétchènes. Oui, ça, c'est les combattants islamistes qui seraient partis combattre là-bas. Oui, ça permet aussitôt à quelques spécialistes ou prétendus tels de crier à la menace bioterroriste en Europe. Ouais. Une menace quand même, on ne peut pas exclure tout à fait. Certes, enfin, il faut savoir raison garder. Et d'ailleurs, on ne va pas tarder à découvrir le poteau rose. Je vous explique rapidement. Dans un casier de cette consigne, la police, sans doute renseignée par un informateur, découvre des bocaux contenant de la poudre et des liquides. Très hâtivement, une première analyse conclut à la présence de poudre de ricine, tandis que les liquides seraient de l'acétone et de l'éthanol. L'affaire provoque un grand émoi. Forcément. Et 3 semaines plus tard, patatras, une expertise plus sérieuse démontre que la poudre n'est constituée que de germes de blé et d'orge moulue. Et les premiers analystes se défendent en disant que la structure moléculaire de ces 2 végétaux ressemble beaucoup à celle du ricin. Oui. Vous y croyez, vous? Je suis pas chimiste. Hein. Vous voulez surtout pas vous engager. Libre à vous de le penser. En tout cas, il s'agit là d'un beau pétard mouillé. Et parenthèse, pourquoi ces
Et ces produits se trouvaient-ils dans un casier de consignes, quoi, pour mystifier la police? Pas du tout. On a compris plus tard. Ces ingrédients sont utilisés par les escrocs africains aux billets salis. Une arnaque bien connue. Je n'ai pas le temps de développer. Vous expliquez quand même moyennement, là. Oh, c'est assez simple. Les escrocs prétendent détenir une mallette de billets usagés que les autorités auraient noircis pour les retirer de la circulation. Mais ils ont trouvé un produit miracle pour les nettoyer. Un liquide magique, en quelque sorte. Effectivement, et ils proposent une démonstration aux gogos qu'ils ont déniché. À l'aide d'une boîte à double fond, ils transforment du vulgaire papier barbouillé de noir en billets de banque flambant neuf. Ah oui, je vois, là. Et ils vendent leur procédé contre du cash bien réel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais on s'éloigne. Alors, projetons-nous à nouveau à Londres, à l'époque où en Irak, les experts de la coalition cherchent en vain des ADN qui n'existent plus. Bourgass est jugé dans le plus grand secret. Pourquoi on a peur qu'il fasse des révélations? Si l'on a vraiment affaire, ce dont je doute. Car ce type, s'il a réellement fréquenté des terroristes islamistes, n'a jamais été qu'un petit maillon de la chaîne. Un exécutant. Certainement. La preuve, c'est que le meurtre du policier étant mis à part, l'accusation doit abandonner la charge la plus lourde qui lui était imputée, c'est-à-dire la conspiration pour tuer. Et on lui substitue celle-ci, conspiration en vue de créer une nuisance publique par l'utilisation de poisons ou d'explosifs. Bon, une formulation un peu alambiquée qui masque en réalité l'embarras de l'accusation. Et ça ne lui vaut, si j'ose dire, que 17 ans de prison. Et pour le meurtre du policier, alors? Il a été préalablement condamné à la prison à vie avant donc qu'on en vienne à juger son implication dans le complot de la Ricine. Et notez-le bien, ses présumés complices sont acquittés. Il n'y a plus de complot, alors? Parce qu'il n'y a jamais eu de Ricine. C'est aussi simple que ça. Mais les traces quand même trouvées dans l'appartement de Bourgass et puis les analyses effectuées... Du pipeau. Le 20 mars 2003, le jour même du déclenchement de l'invasion de l'Irak par la coalition, les autorités britanniques sont informées par le laboratoire qu'il n'y a aucune trace de ricine dans les prélèvements effectués à l'intérieur de l'appartement qu'occupait Bourgass, au nord de Londres. Mais l'information est gardée secrète. Parce qu'elle est embarrassante pour le gouvernement britannique. Bien entendu, car elle met en cause une partie de la démonstration qui a permis à Tony Blair et aux siens de justifier la participation militaire de la Grande-Bretagne à l'invasion de l'Irak. Alors même, il faut le noter, que l'opinion britannique était majoritairement hostile à cette aventure militaire. Exactement. Il fallait donc surtout ne pas inventer le montage qui avait permis d'impliquer Saddam Hussein dans ce prétendu complot de la Ricine. Et ça explique pourquoi, alors, Bourgass a été jugé dans le plus grand secret. Évidemment. Et on apprendra la vérité qu'en 2005. Le secret a donc été bien gardé. Mais ce que vous me dites là est extrêmement grave, car il s'agit d'une véritable manipulation de l'information, et donc des citoyens. Et ça doit vous rappeler autre chose. Quoi? L'affaire Kelly. Ce scientifique britannique, là, qui se serait suicidé dans des conditions tout à fait étranges. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à ce jour, je vous rappelle, on ne sait toujours pas le fin mot de l'affaire. Et pourquoi cet homme qui avait dénoncé les mensonges de son gouvernement sur les prétendus ADN de Saddam Hussein aurait brusquement décidé d'en finir avec la vie. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de poursuivre et de revenir sur l'affaire Kelly, une observation. Le complot de la Ricine a aussi permis au gouvernement de Tony Blair de modifier en profondeur le système juridique britannique, au risque d'écorner sévèrement le sacro-saint habeas corpus, garant des libertés individuelles de l'autre côté de la Manche. Ainsi, voici ce que je lis dans Le Monde du 14 avril 2005 sous la signature du sociologue Jean-Claude Paille. Ce que George W. Bush n'a pas réussi à imposer au niveau des États-Unis, la possibilité pour le gouvernement de prendre dans le cadre de la lutte antiterroriste des mesures remettant en cause le droit des citoyens de disposer d'eux-mêmes, Tony Blair est parvenu à l'imposer au sein du Royaume-Uni. La nouvelle loi sur la prévention du terrorisme, votée le 11 mars, modifie le Terrorist Act de 2001, qui autorise la détention illimitée d'étrangers sans preuve et sans jugement. Ce faisant, le Premier ministre anglais est parvenu à étendre aux individus disposant de la nationalité britannique toute une série de procédures d'exception qui remettent en cause les libertés individuelles de tous les Britanniques. Elle permet au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures de contrôle pouvant conduire aux arrêts domiciliaires d'une personne lorsqu'il y a des raisons fondées de soupçonner qu'un individu est
ou a été impliqué dans une action liée au terrorisme. Il pourra également lui interdire l'utilisation d'un téléphone mobile, limiter son accès au net, l'empêcher d'avoir des contacts avec certaines personnes, l'obliger à être chez lui à certaines heures, autoriser la police et les services spéciaux à avoir accès à toute heure à son domicile. Il a également la possibilité de limiter son accès à un emploi ou à une occupation. Ces dispositions pourront être prises lorsque le ministre de l'Intérieur considère que l'individu présente un danger pour la sécurité nationale, mais que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de porter l'affaire devant un tribunal. Avant d'en terminer avec le complot de la ricine, je vous rappelle rapidement l'affaire Kelly. Je ne reviens pas sur les circonstances de son présumé suicide, puisque nous en avons déjà parlé. Oui, à l'époque, il y a 3 ans, moi, elle dit clairement que ce suicide vous paraissait assez improbable. Et je continue à le penser. Le docteur Kelly, scientifique spécialisé dans les questions de désarmement, a fait partie des équipes d'inspecteurs de l'ONU envoyés en Irak. Il est alors convaincu de la dangerosité des programmes d'armement de Saddam Hussein. C'est même lui qui, en 1996, a découvert le programme bactériologique irakien. Alors, on ne peut pas l'accuser de sympathie pour le dictateur irakien. Bien au contraire. Et c'est tout naturellement que l'expert David Kelly est associé à la rédaction d'un dossier commandé par le Premier ministre Tony Blair et supervisé par les services secrets britanniques. Un dossier sur l'arsenal interdit de Saddam Hussein, ou ce qu'il en reste. Oui, finalement, parce qu'on sait aujourd'hui, ces ADM ont été détruites, soit par les Irakiens eux-mêmes, soit par les inspecteurs de l'ONU. Mais, en 2002, on continue à nourrir les soupçons. D'autant que Saddam Hussein a décidé, en 1998, d'expulser ses inspecteurs. En septembre 2002, au cours d'une allocution devant les communes, Tony Blair rend public le nouveau document élaboré par Kelly et ses collègues. Mais au grand étonnement de Kelly et de quelques autres experts, ce rapport ne ressemble pas tout à fait à celui qu'ils ont élaboré. En quoi, là ? Un premier exemple, mais il va avoir une grande importance pour la suite. D'après le document lu par Blair, l'ordre de tir des missiles irakiens porteurs d'ogives contenant des ADN pourrait être exécuté en moins de 45 minutes. Pour un spécialiste comme Kelly, c'est grotesque. Ah, mais expliquez-moi, là. Il faut déjà 45 minutes pour simplement remplir les réservoirs d'un missile. En outre, il s'agit d'engins de très faible portée qui ne pourraient être utilisés que sur le champ de bataille et ne représenteraient donc aucun danger pour un pays extérieur. A fortiori pour un État comme la Grande-Bretagne qui se trouve à des milliers de kilomètres de l'Irak. Mais, et cela apparaît clairement à Kelly, ce délai de 45 minutes a été mentionné à dessein. Pour exagérer la menace irakienne. Évidemment. Autre point litigieux. Les rédacteurs du rapport ont estimé que dans le pire des cas, l'Irak ne pourrait pas construire une arme nucléaire avant 5 ans. Or, dans le rapport présenté par Tony Blair, ce délai est ramené à 1 an ou 2. Enfin, et c'est tout aussi important, les experts ont estimé que Saddam Hussein n'utiliserait ses éventuels ADM que si son régime était menacé. Mais ce dernier membre de phrase a été supprimé. Et ça devient donc que Saddam est prêt à utiliser ses ADM. Et ça change tout. Alors comment réagit le docteur Kelly lorsqu'il prend connaissance de ce rapport truqué lu par Blair ? Il est incontestablement choqué. Soumis au devoir de réserve en tant que fonctionnaire du ministère de la Défense, il ne bouge pas. Malgré son indignation. Cependant, quelques mois plus tard, en février 2003, il retrouve dans le discours prononcé par Colin Powell devant le Conseil de sécurité quelques-unes des falsifications contenues dans le rapport rendu public par Tony Blair. Un rapport qui, on le sait aujourd'hui, reprenait purement et simplement un mémoire rédigé par un étudiant 12 ans plus tôt. C'est-à-dire la fiabilité de ce texte. Mais Kelly ne bronche toujours pas. Même quand en mars 2003, la coalition passe aux actes et attaque l'Irak. Il est même partisan de la guerre. Pour lui, Saddam Hussein ne représente pas une menace immédiate. Toutefois, si on le laisse faire, on risque de le voir se doter un jour ou l'autre d'armes dangereuses. Il épouse donc l'attitude belliciste de son gouvernement. Parfaitement. Cependant, il est quand même ébranlé quand il apprend dans les semaines qui suivent que malgré leurs efforts, les experts militaires alliés n'ont encore trouvé aucune trace d'ADM en Irak. Et lui, qui a déjà effectué pour l'ONU une bonne trentaine de missions d'inspection, brûle d'envie d'aller sur place. Mais pour se rendre compte par lui-même. Et rencontrer des scientifiques irakiens avec lesquels il a noué des rapports de confiance. Mais il n'obtient pas l'autorisation de repartir avant le mois de juin. Auparavant, il fait une rencontre qui va décider de son destin. Celle d'un journaliste de la BBC, Andrew Gilligan,
La trentaine, ce spécialiste des questions de défense a la réputation d'être obstiné. Et il a déjà à son actif plusieurs scoops. Des exemples? Quelques mois plus tôt, il s'est procuré un rapport des services secrets britanniques qui niait l'existence de toute relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Ah oui, ça n'a pas dû faire plaisir au gouvernement, puisque c'était l'une des raisons avancées par Bush et Blair pour envahir l'Irak. Et c'était, je vous le rappelle, la raison d'être de ce montage sur le complot de la Ricine. Gilligan est donc la bête noire du gouvernement. Comment a-t-il fait pour approcher Kelly? Je n'en sais rien. Et peu importe. Les deux hommes se rencontrent donc très discrètement, car le scientifique n'a pas préalablement demandé d'autorisation au ministère de la Défense. Ils parlent donc sous le sceau du secret. Ce qui intéresse Gilligan, c'est ce fameux rapport dévoilé par Tony Blair avant la guerre. Il soupçonne déjà le Premier ministre d'avoir menti? Et il veut savoir comment ce rapport mensonger a été rédigé. L'honnête Dr Kelly, troublé par le fait qu'on n'ait pas encore trouvé d'ADN en Irak, raconte ce qu'il sait. Le rapport a été falsifié afin d'exagérer la menace que représenterait Saddam Hussein. Ce que le journaliste traduira dans un retentissant papier à la radio par cette phrase: le rapport a été transformé pour le rendre plus sexy. Sexy, ouais. C'est sans doute pas le langage utilisé par Kelly. Certainement pas. Mais ça exprime bien ce qu'il a voulu dire. Pour lui, ce rapport n'avait rien de scientifique. C'était un texte de propagande, sans doute élaboré par Alastair Campbell, le conseiller en communication de Blair. Quoi qu'il en soit, le papier de Gilligan est un vrai pavé dans la mare. La presse écrite le reprend aussitôt et les journaux accusent Tony Blair de manipulation et de mensonge. Le Premier ministre doit affronter une vraie tempête. Mais comment réagit Blair, justement? En public et devant les parlementaires, il dément. Mais dans le secret de son cabinet, il exige que l'on découvre l'auteur de la fuite. Car lui et son conseiller Campbell sont bien placés pour savoir que Gilligan n'a rien inventé. Ouais. Kelly, là, à ce moment-là, craint-il d'être identifié? Non, il est même assez flatté d'avoir provoqué un tel scandale. Et c'est assez joyeusement qu'il part en Irak pour une nouvelle mission d'inspection. C'est lui, par exemple, qui démolit cette fiction des laboratoires bactériologiques mobiles. Il est monté sur le camion, là. Encore un mensonge de la coalition. Oui, puis il se rend à l'ONU dans le cadre de sa mission. Tandis qu'en Grande-Bretagne, le gouvernement essaie d'allumer des contre-feux. Campbell tente, par exemple, de s'en prendre à la BBC, accusé d'avoir propagé des allégations outrageantes pour le pouvoir. Le conseiller enrage, et d'autant plus que la taupe n'a toujours pas été identifiée. Cependant, Kelly, de retour chez lui, va commettre une énorme bévue. Et l'affaire se retournera contre lui. La bévue l'a expliqué. Gilligan a été auditionné par les parlementaires. Il a bien entendu refusé de dévoiler le nom de sa source. Mais il a utilisé une expression qu'une amie de Kelly a reconnue. Reconnue, et pourquoi? Parce qu'elle l'a déjà entendue dans la bouche de Kelly. Et immédiatement, elle prévient son ami. Ça te ressemble. Et d'autres que moi peuvent aussi comprendre. Et est identifié, donc. Les réactions de Kelly, alors? Il panique. Et de façon assez stupide, il envoie une lettre à son supérieur au ministère de la Défense. Il avoue qu'il a rencontré Gilligan sans avoir pris la précaution de demander l'autorisation. Mais il affirme aussi que le journaliste a déformé ses propos. Ah oui, mais il ment, là. Et à partir de ce moment, il est fichu. Moi, ce qui m'étonne, là, c'est sa réaction, sa panique. Enfin, que craint-il d'être viré? C'est probable. Mais après tout, il est au seuil de la retraite, non? Alors, moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'après tout, en parlant à Gilligan, il n'a fait que révéler la vérité sur les mensonges du gouvernement. Donc il a fait œuvre utile. Mais en mentant à son tour, il s'est piégé. Et en face, le diabolique Campbell s'est débrouillé pour transformer l'affaire du rapport enjolivée en affaire Kelly. Il s'arrange d'abord pour lâcher le nom de Kelly à la presse. Le scientifique, complètement désemparé, est auditionné à son tour par les parlementaires et s'enferme dans ses mensonges. Il fuit la meute des journalistes et, à bout de force, choisit la mort. Ça, c'est la version officielle, hein? Mais personnellement, le mobile ne me semble pas suffisant. Il ne faut pas oublier que Kelly aurait pu finir par révéler ce qu'il savait réellement. Des révélations forcément très gênantes pour le gouvernement. Hein. Alors, on sait la suite. Kelly s'est suicidé, enfin, on le suppose. Alors, pour terminer, là, il faut peut-être reparler de ce complot de la Ricine. Bon, alors revenons à ce fameux complot de la Ricine. L'homme clé de l'affaire, celui qui, grâce à ses aveux, extorqués ou pas, a tout déclenché, c'est donc cet Algérien, Mohamed Meguerba. Et connaissant les méthodes des services algériens, on ne peut pas ne pas s'interroger. Parlez clairement. Eh bien, il n'y a que deux hypothèses. Alger
aurait pu vouloir intoxiquer Londres en lui apportant sur un plateau la preuve d'une collusion entre les terroristes et Saddam Hussein, pour mieux la démolir dans un deuxième temps. Et donc démolir aussi la justification de la guerre préventive contre l'Irak. Hein. Et la deuxième hypothèse? Elle est encore plus subtile. Comme les services algériens l'avaient pratiqué plus tôt dans les années 90, ils ont peut-être voulu obliger les Britanniques à donner un coup de pied dans la fourmilière islamiste qui prospérait chez eux. Le Londonistan, comme on l'a appelé. Hein. Mais ils ont en partie échoué. Comme les cartes qu'ils ont fait passer à Londres étaient biseautées, ils ont provoqué une réaction de la justice britannique qui a libéré les islamistes pris dans la nasse. Mais malheureusement, parmi eux, se trouvaient d'authentiques terroristes qui seront à l'origine des terribles attentats de Londres en juillet 2005. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage collectif Au nom du 11 septembre, publié par La Découverte, et très utile aussi sera la lecture d'un livre qui vient de paraître de Gordon Thomas, Histoire des services secrets britanniques, publié par Le Nouveau Monde. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous. Et merci à Valérie Ayestaraï, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub. Tout de suite après le flash, on respire. C'est Au-deux mon amour de Denis Chessou.